En 1900, Planck propose une solution au problème du corps noir et à la catastrophe ultraviolette de l'époque, en prenant une constante de proportionnalité entre l'énergie du photon et sa fréquence. La constante de Planck, H, vaut 626 10-34 joules seconde. En 1905, Einstein propose une hypothèse sur l'effet photovoltaïque qui reprend l'hypothèse de Planck, du quanta et du photon de masse nulle. Le modèle du photon est nécessaire pour expliquer certaines expériences, notamment l'expérience qu'on peut faire avec une source de photons unique, où un photon est envoyé à travers une lame semi-réfléchissante et derrière cette lame, si on détecte le photon, on s'aperçoit qu'il est à un endroit ou à un autre, alors qu'en électromagnétisme, on aurait en fait une amplitude qui serait séparée en une amplitude transmise et une amplitude réfléchie, et les deux seraient égales à l'amplitude incidente divisée par racine de 2. Les trous d'Young font aussi une figure de diffraction qui est bien étudiée avec la lumière. Quand on fait cette expérience avec une source de photons unique, on s'aperçoit qu'on reproduit cette figure de diffraction à condition d'envoyer un nombre n très grand de photons. Et même s'ils arrivent les uns après les autres, ils finissent par reproduire la figure de diffraction. En 1923, de Broglie fait l'hypothèse d'une longueur d'onde associée à une matière qui serait animée d'une quantité de mouvement P, et la relation qui lie tout ça, c'est lambda égale à H sur P. Cette relation s'applique aux photons, mais s'applique aussi en fait à un corps massique classique. Compton, par son expérience, avait montré que les ondes électromagnétiques se comportaient comme un corps, donc pouvaient faire des collisions, et de Broglie montre finalement que les corps se comportent aussi comme une onde. Enfin, il le montre théoriquement, et en 1927, Davidson et Germer font une diffraction d'électrons dans un cristal qui vient prouver l'expérience de Broglie. La fonction d'onde qu'on retrouve en mécanique quantique nous amène à considérer la probabilité de rencontrer un, corpuscule à un endroit ou à un autre. Cette probabilité, en fait, si on a deux sources de lumière, eh ben cette probabilité, c'est l'amplitude au carré de la somme des fonctions d'onde. Alors, quand on développe tout ça, on s'aperçoit qu'on retrouve bien la probabilité la probabilité liée à l'amplitude de l'onde 1, celle liée à l'amplitude de l'onde 2, mais on a un terme d'interférence qui vient faire la différence entre un comportement classique et un comportement ondulatoire dans la mécanique quantique. Niels Bohr a évoqué son principe de complémentarité. En fait, une particule se comporte soit comme une onde, soit comme un corpuscule. Heisenberg a ensuite défini ces inégalités, delta Px, delta x supérieur à h bar étant égal à h sur 2pi, c'est-à-dire environ 10-34 joules seconde, et delta E, delta t supérieur à h bar. On peut trouver une illustration de ce principe d'Heisenberg, le principe d'incertitude de Heisenberg, en considérant un photon qui arriverait à travers une fente et qui serait diffracté derrière. Donc il est diffracté dans un angle θ, tel que sinus θ égale lambda sur A. Donc la composante verticale de la quantité de mouvement, ça va être P sinus θ. Or, sinus θ est de l'ordre de grandeur de lambda sur A, ce qui fait P lambda sur A. Mais P lambda, d'après la relation de Broglie, c'est H, donc on retrouve H sur A. Et finalement, H est de l'ordre de grandeur de... si on fait un calcul d'incertitude, l'incertitude sur P est donc l'incertitude sur H multipliée par l'incertitude sur A, multipliée par A. Or, oui, multiplié par A, l'incertitude sur P est égale à l'incertitude sur H, ça n'en est pas, puisque c'est une constante divisée par A. Or, A
c'est aussi la taille du trou et c'est aussi l'ordre de grandeur. C'est aussi l'ordre de grandeur de l'incertitude sur X, de l'incertitude sur cette dimension-là, puisqu'on ne sait pas si le faisceau est passé plus ou moins ici. Donc en regroupant les deux, on s'aperçoit que H bar est, c'est-à-dire H bar est de l'ordre de grandeur de delta X, delta P. On peut faire des calculs sur l'énergie minimale du potentiel harmonique en disant que l'énergie, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Or, pour un ressort de Redier-K, on peut trouver, en fait, on peut relier son énergie potentielle, le K ici à m oméga 2, m oméga 0 au carré. Là, ici, on retrouve l'expression de la rigidité du ressort. Et finalement, en prenant l'hypothèse que delta H, delta X, delta P est supérieur ou égal à 0, on peut prouver qu'on a une énergie minimum pour une particule qui serait dans cette situation et qu'on ne peut jamais avoir en fait cette énergie qui est minimale, car cela voudrait dire à ce moment-là, si l'énergie est nulle, que X est nul, que X2 est nul, et ceci est contraire au principe d'Heisenberg. ARQS, circuit RLC. Donc, un condensateur a une intensité qui est égale à C du sur dt, avec une charge qui est égale à C U de t. Ce qui fait on peut aussi calculer sa puissance, P égale UI égale C du sur dt U, égale à la différentielle égale à la dérivée par rapport au temps de 1 demi de CU carré. Et on retrouve ici l'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Pour la bobine, U de t égale L di sur dt, P égale UI égale Li di sur dt, égale d sur dt de Li carré sur 2. On reconnaît ici aussi l'expression de l'énergie emmagasinée dans une bobine. Pour un circuit RC qui serait soumis à un échelon de tension, la loi des mailles nous donnerait que que cette tension-là plus cette tension-là est égale à la tension du générateur. Or, en prenant taux égale RC, on arrive à montrer, avec la loi des mailles, que taux duc sur dt plus uc égale E de t. Or, ceci est une équation différentielle du premier ordre avec second membre qu'on résout avec la fonction exponentielle. En prenant les conditions initiales, on arrive à UC de t égale E0, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux, taux étant le temps caractéristique qui est égal à RC. En régime libre, c'est la même chose, sauf que ici on a E de t qui vaut 0, et dans ce cas-là, UC de t égale E0 exponentielle moins t sur taux. On a, quand on applique un échelon de tension, ce qu'on appelle un régime indiciel, et quand on revient à une tension nulle, on a le régime libre, dans lequel le condensateur revient à son état de décharge. Lors de la charge, ici, on peut faire des calculs en appliquant les formules de l'énergie, que 50% de l'énergie est dissipée par effet Joule dans la résistance et que 50% de l'énergie se retrouve dans le condensateur. Sur une courbe de charge du condensateur, on verrait au bout d'un temps caractéristique 63% de la charge du condensateur, et à 4,6 temps caractéristiques, on est à 99%. On peut aussi remarquer que la pente à l'origine est la pente telle que pour un temps caractéristique, on a ici la tension UC qui est égale à E. Pour un circuit RL, on reprend le même circuit que tout à l'heure avec une bobine d'inductance L. Donc la loi des mailles nous dit que la tension appliquée ici, E de t, est égale à L di sur dt plus RI. Comme tout à l'heure, on arrive à l'équation différentielle taux di sur dt plus I égale E0 sur R, ce qui nous donne I de t égale E0 sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, avec le temps caractéristique qui n'est pas indiqué ici, et le temps caractéristique
que je verrai tout à l'heure. Ensuite, le portrait de phase nous montre que quand on reporte du sur dt par rapport à u de t, on part d'un état initial et on termine à un état final. Comme on a des exponentielles partout, on a une relation linéaire entre les deux. Et le portrait de phase est tout simplement une portion de ligne droite. Pareil pour le circuit RL avec du sur dt, et on arrive ici à la fin à la bobine qui serait soumise à une tension E. Le circuit RLC en échelon. Dans ce cas, la maille nous dit que la tension du générateur E de T est égale à U plus, donc U c'est la tension ici qu'on étudie au bord du condensateur, plus LDI sur dt. Donc la tension aux bornes de la bobine, plus RI, ce qui nous donne l'équation différentielle LCU plus RCU plus U égale E. On compare cette équation différentielle à la forme canonique, 1 sur oméga 2 U θ point plus 1 sur Q oméga 0 U point plus U égale E. Et on détermine du coup une pulsation qui serait égale à 1 sur racine de LC et un facteur de qualité Q qui est égal à 1 sur RC oméga 0. Cette équation différentielle du second ordre a une solution qui consiste en une solution générale sans second membre plus la solution particulière avec second membre. L'équation caractéristique associée qui permet de trouver la solution générale est 1 sur oméga 0 carré R carré plus 1 sur Q oméga 0 R plus 1 égale 0. On a trois cas de figure. Si le discriminant est égal à 0, dans ce cas, ça correspond à un facteur de qualité de 1,5. Alors on est en régime critique. La racine vaut moins oméga 0 et la solution est du type A plus BT exponentielle moins oméga 0t plus la solution particulière qui est ici E0. Les conditions initiales nous disent que la tension initiale et la dérivée de la tension initiale est nulle. Donc tension initiale nulle, c'est parce que le condensateur n'est pas encore chargé. Et U' de 0 égale à 0, c'est parce que la tension va évoluer lentement dans le temps à cause de la bobine. La tension, une fois pris en compte ces conditions initiales, la solution générale nous amène à écrire U de t égale E facteur de 1 moins 1 plus oméga 0t exponentielle moins oméga 0t et sa dérivée qui vaut E oméga 0 carré t exponentielle moins oméga 0t. Si Q est positif à ce moment-là, si delta, le discriminant, est positif, à ce moment-là, ça signifie que Q est inférieur à 1,5. On a un régime apériodique. On a deux racines qui sont oméga sur 2, 1 sur Q, plus ou moins racine du discriminant. Et ça va nous donner une solution du type constante fois exponentielle R1t plus constante exponentielle R2t. Une fois pris en compte les conditions initiales, on arrive à l'équation U de t égale E facteur de 1 plus R2 sur R1 moins R2 exponentielle R1t plus R1 sur R2 moins R1 exponentielle R2t. Si delta est inférieur à 0, ce qui signifie que Q est supérieur à 1,5, on a un régime pseudo-périodique. À ce moment-là, on a deux racines imaginaires, moins 1 sur Q oméga 0, plus ou moins J racine de moins le discriminant, ce qui fait une équation de la forme moins lambda, plus ou moins J oméga, avec lambda qui est égal à oméga sur 2Q. À oméga 0 sur 2Q. Dans ce cas, on aura une période qui vaut cette pseudo-période multipliée par, enfin, le oméga 0, qui sera la pseudo-période, vaut oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4Q2. Et on peut écrire deux racines imaginaires, enfin deux solutions imaginaires à l'équation différentielle, solutions complexes, qui sont U1 égale exponentielle R1t et U2 égale exponentielle R2t. On aura une première solution réelle en prenant la moitié des deux solutions, de la somme des deux solutions complexes, c'est-à-dire la partie réelle, et on aura dans ce cas exponentielle i oméga t cos oméga t. Si on fait la
enfin 1 sur 2j facteur d'exponentielle R1t plus exponentielle R2t, avec les formules de l'air, on retrouve exponentielle de i oméga t sinus oméga t. Ce qui fait qu'on a une solution qui est du type solution particulière plus solution générale du type constante cosinus oméga t plus constante sinus oméga t. Une fois pris en compte toutes les conditions initiales, on arrive à l'équation grand E facteur de 1 moins entre parenthèses cosinus oméga t plus lambda sur oméga sinus oméga t, fermez la parenthèse, exponentielle de moins lambda t. Pour un circuit RLC libre, en régime libre, donc la solution particulière c'est U égale 0, on suit la même procédure que tout à l'heure avec les mêmes conditions initiales et on trouve pour un discriminant nul une tension U de t qui vaut E facteur de 1 plus oméga 0t exponentielle moins oméga 0t. Si le discriminant est positif, U de t égale E R2 sur R1 moins R2 exponentielle R1t plus R1 sur R1 moins R2 exponentielle R2t. Pour le régime pas critique mais apériodique. Et enfin ici pour le régime pseudo-périodique, on a une équation du type, si le discriminant est négatif, E facteur de cos oméga t plus lambda sur oméga sinus oméga t exponentielle de moins lambda t. Le bilan énergétique que l'on peut faire en reprenant les formules de l'énergie, c'est que la puissance du GBF, c'est la dérivée de... Enfin, on arrive après calcul à prouver que la puissance du GBF, c'est la dérivée par rapport au temps de 1,5 de CU carré plus 1,5 de LI carré. On retrouve les énergies dans le condensateur et dans la bobine, plus la puissance joule. On peut faire des analogies entre ce circuit RLC et ce qu'on a pu voir en mécanique avec un oscillateur qui serait constitué d'une masse associée à un ressort, mais avec un frottement fluide. Donc on n'a pas ici le potentiel harmonique. On a ce frottement fluide qui va être l'analogue de la résistance en électricité. Donc la somme des forces est égale à m fois x point, qui est égal à moins kx moins lambda x point, ce qui nous fait toujours avec oméga 0 égale racine de k sur m, une équation qui se résout et qui permet d'obtenir exactement les mêmes formes que ci-dessus. Donc on peut voir qu'on va avoir une analogie entre la position du ressort, c'est comme la charge au bord du condensateur. La vitesse du mobile, c'est comme l'intensité dans le circuit. L'inverse de la raideur du ressort, c'est comme la capacité du condensateur. La masse, c'est comme l'inductance. La longueur d'onde, c'est comme lambda, le frottement fluide, le coefficient de frottement fluide, c'est comme la résistance. La pulsation s'exprime par racine de K sur M ou par 1 sur racine de LC. Le facteur d'amortissement s'exprime par R sur 2 racine de C sur L. Et en électricité, il est égal à c'est pas un lambda, sur 2 racines de Km. Le facteur qualité, c'est 1 sur R racine de L sur C, et c'est racine de Km sur lambda. L'énergie potentielle, c'est 1,5 de Kx2 dans un condensateur, c'est 1,5 de Cu2. L'énergie cinétique, c'est 1,5 de mv carré, et dans une bobine, c'est 1,5 de Li carré. Pour un circuit RLC qui est soumis à un échelon, on va avoir un portrait de phase qui va prendre cette allure-là, donc une spirale qui est de plus en plus centrée sur la position d'équilibre pour un régime pseudo-périodique. Pour un régime critique, on a ici une exponentielle, et pour un régime apériodique, on a aussi une exponentielle, mais qui peut être plus plate et montrer moins de... Enfin, et celle-ci, en fait, est la limite entre un comportement pseudo-périodique qui aurait très peu de périodes et ce régime apériodique.